Cette semaine, au balado, on parle des droits et des mécanismes de recours face à l'Agence du revenu du Canada avec l'Ombudsman des contribuables, Maître François Boileau. Et le food professeur Sylvain Charlebois nous explique les impacts nationaux et internationaux de la nouvelle pyramide alimentaire américaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis et pour cette première partie, je suis en compagnie de Maître François Boileau. François Boileau, bonjour. Bonjour. Maître François Boileau, vous êtes le directeur de ce bureau de l'Ombudsman des contribuables où vous êtes vous-même cet ombudsman. Et justement, d'abord, on est réunis pour parler de plusieurs sujets qui ont rapport justement au ministère des Revenus, surtout au fédéral, l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. Mais avant de rentrer dans ces différents sujets, pouvez-vous simplement présenter d'abord qu'est-ce que c'est que ce bureau de l'ombudsman du contribuable? Oui, parfait. Bien, écoutez, d'abord, remerciement sincère de m'avoir avec vous aujourd'hui. Un ombudsman, c'est une drôle de bébête. C'est un mot suédois qui a été inventé il y a plus de 200 ans de ça. Et ça consiste à quelqu'un qui est là pour recevoir des plaintes d'un certain public concernant la maladministration de quelque chose en particulier. Il peut y avoir des ombudsmen généraux. Ici, au Québec, on a le protecteur du citoyen, par exemple, qui reçoit des plaintes concernant le public sur tout ce qui touche les services offerts par le gouvernement provincial. Il y a un ombudsman à Montréal, la ville de Montréal, la ville de Laval, ils ont des ombudsmen qui répondent aux plaintes donc des citoyens. Et ce sont des gens qui, habituellement, il y en a dans des universités, etc. Et les ombudsmen, en général, reçoivent donc ces plaintes-là, ne prennent pas parti pris par rapport à ce qui est présenté devant eux, mais ils écoutent les plaignants et là, ils vont à la recherche des faits. Et donc, ils vont voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la plainte, elle est fondée? Est-ce qu'il y a quelque chose, un fondement? Est-ce qu'il y a un enjeu qui a été soumis, qui vaut la peine, là, évidemment, de rectifier? Et donc, on cherche, les ombudsmen cherchent à rectifier ces enjeux-là au niveau des plaintes individuelles, mais quand on voit qu'il y a des enjeux qui sont systémiques, qui reviennent souvent, ben à ce moment-là, l'ombudsman peut faire habituellement, là, c'est quand il y a des pouvoirs, ça dépend de sa source de pouvoir. Quand il y a des pouvoirs qui lui permettent de le faire, ben à ce moment-là, il va faire des enquêtes qui vont être systémiques et donc va faire des recommandations en conséquence. Au fédéral, il n'y a pas d'ombudsman général comme tel. Il y a qui s'occupe de tout l'appareil fédéral. C'est un peu étrange pour un pays du G7, pour être franc, là. C'est même un peu rare à cet égard-là. Mais il y a des petits ombudsmen. Il y en a qui sont vraiment complètement indépendants, qui reçoivent des plaintes qui sont nommées par le Parlement fédéral. Je pense au commissaire aux langues officielles, par exemple. Ça, c'en est un. Il peut y avoir aussi d'autres, notamment au niveau de l'accès à l'information, etc. Alors ça, c'est des officiers du Parlement. Donc, ils se rapportent aux deux chambres, le Sénat et la Chambre des communes. Et sont nommés donc par le Parlement. Mais il y a d'autres petits ombudsmen, dont j'en suis, qui relèvent directement du ministre ou d'un ministre. Et eux autres, leur source de pouvoir, c'est un décret en conseil qu'on appelle. Donc, c'est une nomination du cabinet après un processus qui est normé quand même. On ne peut pas demander à quelqu'un dans la rue. J'ai passé plusieurs étapes d'entrevue, etc. Et mais ce sont des gens qui sont non partisans, ça c'est extraordinairement important, et qui habituellement survivent un gouvernement. Donc, ils ont un mandat qui leur permet d'avoir toute la latitude. Et je relève donc directement du ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne. Et avant ça, je relevais directement donc des ministres qui étaient avant ça juste les ministres du Revenu. Mon champ d'action concerne que les services. Donc, dans ma liste de pouvoirs, il y a plus de choses que je ne peux pas faire que de choses que je peux faire. Je ne peux pas revoir les politiques fiscales canadiennes. Pour être franc, j'en suis un peu heureux parce que c'est quand même assez gros.
Et donc, on peut revoir tout ce qui concerne les normes de service et les services aux citoyens offerts par l'Agence du revenu. Et il y en a, là. L'Agence fait des milliers de transactions à tous les jours avec des citoyens. Alors, des bavures, il va y en avoir, c'est une certitude. Et notre bureau, on reçoit donc des plaintes du public par rapport à ces services-là. Et de temps en temps, on va voir aussi des choses qui, bien sûr, reviennent souvent. Et je vais vous donner 2 exemples très précis au cours de la dernière année, si je peux me permettre. Au cours de la dernière année, on a fait un rapport d'enquête sur les fiducies simples, ce qu'on appelle en anglais les Bare Trust. Pourquoi? Parce que les communications qui avaient été octroyées par le ministère, par l'Agence du revenu du Canada, n'étaient pas claires et ça ne donnait pas assez de temps aux professionnels qui remplissent, là, qui nous aident à remplir les déclarations d'impôts, de se revirer de bord pour savoir, mais c'est quoi cette nouvelle obligation-là? Et ça crée tout un chaos. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi des milliers de dollars dans de la formation qui, finalement, n'était pas nécessaire parce qu'à la dernière journée, comme littéralement à la dernière journée avant la fin des procédures de la saison des impôts qu'on appelle, on avait dit, bien, finalement, on va exclure les Bare Trust, les fiducies simples, de tout examen pour l'année 2020, je pense que c'était 2023 à ce moment-là. Et donc, ça fait en sorte que, ben, coudonc, on a-tu fait tout ça pour rien? Et ça crée beaucoup d'enjeux là, auprès des citoyens qui se demandaient, mais est-ce que maintenant je suis visé? Est-ce que moi, si je suis grand-parent et que j'ai mis de l'argent de côté pour mes petits-enfants, est-ce que c'est maintenant considéré comme une fiducie simple? Et est-ce que je dois en faire un rapport spécial? Comme on l'a demandé, parce qu'on ne peut pas juste dire, il n'y a personne qui peut dire au Canada, j'ignore ce que la loi disait. Nul ne peut plaider l'ignorance de la loi. Hein, quand c'est un vieux surtout pas en impôt. Donc, finalement, votre rôle, c'est d'être un peu l'avocat, c'est-à-dire du contribuable en général dans votre domaine d'expertise et dans les pouvoirs, disons, l'éventail des pouvoirs qui sont liés à votre bureau, à votre office, comme on dit. Ouais. Et parce que, comme on le sait, oui, l'Agence du revenu du Canada, c'est-à-dire le bras de l'impôt de l'État fédéral et québécois, mais dans votre cas, c'est celui du fédéral. Il a des droits, c'est-à-dire de collecter les impôts, mais il a aussi des devoirs, c'est-à-dire de lui-même respecter la loi et de faire en sorte que ce processus de don et d'échange, même des fois de retour, il y en a qui reçoivent des retours d'impôts aussi, se fasse selon ce qui doit être. Et on a prévu des mécanismes par la loi, puisque, comme vous l'avez dit, il y a toujours des erreurs. L'erreur est humaine. Il y a toujours des erreurs qui sont commises. Et donc, vous êtes là pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible sous le soleil, comme on dit. Parlez-nous d'abord, Maître François Boileau. Il y a plusieurs sujets qui sont vraiment très d'actualité parce qu'on entend toutes sortes de choses sur, justement, vous l'avez mentionné, c'est énorme. On pense que chaque citoyen majeur doit produire des rapports d'impôts. Il y a donc une relation fiscale qui s'établit avec entre le fédéral et le citoyen. Et donc, c'est énorme. On peut imaginer justement la quantité d'informations, la quantité de rectifications qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, comme on l'entend un peu à gauche, à droite, c'est-à-dire plusieurs personnes qui essaient d'entrer en contact avec l'ARC et qui se disent, des fois, c'est plus difficile d'entrer en contact ou c'est plus, des fois, on me dit des choses, mais c'est pas nécessairement ça. Est-ce qu'il y a, selon vous, des lacunes aujourd'hui spécifiques, peut-être à cette année? Quelles sont justement ces lacunes qui, dans cette mission de rendre des services à la population, justement que l'Agence du revenu du Canada là, peut-être n'est pas à la hauteur. Là. Quelles sont ces différentes lacunes selon vous? Bien, tout à fait. Puis je veux juste, avant d'entrer dans la réponse à votre question, juste vous corriger très gentiment, parce qu'une déclaration d'impôt, elle est volontaire. On n'est pas obligé de faire une déclaration d'impôt, sauf si nous avons des sous à rapporter. La différence, elle est subtile, mais elle est importante pour tous ceux qui reçoivent des prestations, mais qui n'ont pas fait de salaire ou qui ont perdu leur emploi ou qui pensent que mais j'ai pas d'obligation, moi, à faire une déclaration d'impôt parce que je vis dans la rue, parce que je
j'ai des enjeux de santé mentaux. Parce que je suis un nouvel arrivant ou parce que je suis un étudiant ou je ne fais pas assez d'argent. Donc, non, au contraire, il faut faire nos déclarations parce qu'avec ces déclarations-là, il y a des prestations que l'agence peut nous fournir et qu'on ne recevra pas si on ne fait pas nos déclarations. Et j'en fais partie, ça fait partie de mon mandat à moi parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ne font pas leurs déclarations, qui ne reçoivent pas donc les prestations auxquelles elles ont droit. Et donc, c'est de l'argent qui reste dans les fonds du fédéral qui devrait être redistribué aux populations qui en ont besoin. Pour répondre à votre question, oui, absolument, des enjeux de retard de service, des enjeux de délai de traitement au niveau des déclarations TE, donc des ajustements aussi qu'on voudrait recevoir. Quand on fait notre déclaration T1, on reçoit donc une communication de l'Agence du revenu par la suite qui dit « Voici, on a analysé votre déclaration et voici ce qu'on en pense. Vous nous devez X ou Y. Attendez, là, vous avez oublié tel document, vous avez oublié telle preuve. Je ne dois pas cette somme-là. Pourquoi ce n'est pas la même somme? Hein? Tout le monde est nerveux quand on reçoit chaque année la petite enveloppe brune de l'Agence du revenu. Là. On est tous nerveux pour choisir notre moment de la semaine quand on va décider de l'ouvrir. Parce que est-ce que ça correspond au montant que moi-même on avait ou que notre professionnel des impôts avait fixé pour nous, que voici le montant auquel on avait droit de recevoir comme retour d'impôt. Puis on a toujours ça peut arriver qu'il y a une mauvaise nouvelle, puis qu'on regarde ça, mais non, il me devait 5 000 là. Mais là, il me demande 5 000 c'est énormément d'argent, là. Donc, parce qu'on sait aussi pour l'impôt, il y a quelque chose c'est-à-dire qu'on est comme devant la loi habituellement, on est innocent jusqu'à preuve, il faut prouver notre culpabilité, tandis que c'est l'inverse pour l'impôt, nous sommes coupables, présumés coupables et nous devons prouver notre innocence, donc on est vraiment à l'inverse. C'est ça, le fardeau de la preuve, comme on appelle, est renversé. Donc c'est à nous de faire, de convaincre l'Agence du revenu que c'est pas ça, là, vous avez fait une erreur. Et là, c'est pas toujours simple. Donc, les gens téléphonent. Et quand ils téléphonent, ils vont attendre. Puis ils vont attendre longtemps. Et donc, c'est possible aussi que maintenant, ils vont parler avec quelqu'un et là, ils vont rappeler 2-3 semaines plus tard parce que c'était pas clair. Et ils ont une directive qui va être différente de ce qui leur avait été dit au téléphone il y a 3 semaines. Alors, là, ils ne savent pas à quel sein se mouiller. Donc, ça entraîne de la confusion, ça entraîne du manque de clarté, donc ça entraîne des enjeux. Ce sont des enjeux de service que nous, on reçoit des plaintes sur une base régulière. Donc, en premier lieu, les centres d'appel. En deuxième lieu, les centres d'appel. Puis quand je dis centres d'appel, c'est aussi tout ce qui concerne la non-possibilité de rejoindre quelqu'un ou encore des attentes trop longues et les informations contradictoires. Ça concerne donc les centres d'appel, mais il y a également au niveau des déclarations, donc les retours d'impôts, les ajustements, les retards en matière d'ajustement aussi, les retards de traitement, parce qu'habituellement, on peut s'attendre à ce qu'on reçoive dans les 8 à 15 semaines un nouvel ajustement, une fois qu'on a fait notre travail auprès de l'agence. Mais l'agence dit que si le dossier il est complexe, il y a une multitude de facteurs qui font en sorte que le dossier peut être complexe, notamment si c'est sur plusieurs années. Ben à ce moment-là, on peut attendre jusqu'à 50 semaines. 50 semaines, c'est 1 an, là. Donc, ce sont des délais qui sont évidemment trop longs. Et ça dépasse ces normes de service que l'agence elle-même se dote. Alors, il y a ça. Il y a aussi ce qu'on voit de plus en plus au cours de la dernière année, c'est les enjeux aussi au niveau des services de rétroaction des plaintes. Parce qu'il y a un service de plainte à l'agence qu'ils appellent le service de rétroaction parce qu'ils se disent, bon, ça peut être aussi, parfois, c'est pas juste des plaintes, ça peut être aussi positif. Je ne vois pas comment, là, pour être franc, mais
ils font ce On qu'ils ont à voulait faire. leur dire qu'on avait reçu un bon service. Là. On voulait que la personne... Prenez-en plus, s'il vous plaît. Donc, ils ont appelé ça, parce qu'avant, je trouvais que c'était plus clair pour les clients, là, les contribuables, parce que c'était service de plainte. Maintenant, c'est service de rétroaction. Alors, il faut remplir le fameux formulaire RC 191, je pense, que c'est 193. Mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai un petit blanc de mémoire là-dessus. On le voit trop. Non, mais on en parlera plus tard, justement. Entrer en contact avec vous, si jamais ça peut nous arriver. J'imagine qu'il y a des mécanismes. Oui, n'importe quel moteur de recherche va nous trouver tout de suite. D'ailleurs, Ombudsman fédéral, habituellement, c'est nous autres qui pop-up les premiers sur tous les moteurs de recherche. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit aussi des demandes qui concernent des fois d'autres ministères. Puis on tente de rediriger les gens le mieux possible vers vers le bon endroit, parce que nous, on ne peut traiter que ce qui concerne l'agence de revenus. Et il y a aussi dans mes top 5, là, je viens de nommer les 3 premiers, mais il y a également les 4 premiers, en fait. Puis il y a tout ce qui concerne l'ACE, donc l'allocation canadienne pour les enfants, qui est extrêmement importante pour bien des familles. Donc, ça aussi des retards de traitement ou la fin de fait, si je peux me permettre, juste pour donner un exemple, tantôt, j'avais parlé de 2 enquêtes. Je vous ai parlé du FIDU 5, mais on a fait aussi une enquête à la suite d'une seule plainte d'un plaint. Ça, c'est rare. Mais on s'est dit, bon, on va regarder ça, cette histoire-là, parce que quand on a reçu la plainte, on a réglé son cas à cette dame-là, mais c'est une personne qui est une résidente temporaire. Et du jour au lendemain, elle a vu les prestations en matière d'ACE cesser, du jour au lendemain. Mais ça, elle n'avait besoin de ces prestations-là pour payer son loyer, pour mettre de la nourriture sur la table. Et elle avait besoin à court terme, et des fois, même le jugement peut arriver avec énormément de retard et de délai. Là, et le loyer est déjà passé. Oh, il ne peut pas attendre. Ça, c'est des choses qui n'attendent pas. Là. Les propriétaires, en tout cas, il n'y a pas trop de discussion. Là. Et donc, quand on a reçu la plainte, nous, on l'a traité de façon urgente. Donc, on a pu régler son dossier, c'est-à-dire quand on reçoit une plainte qui est urgente, on a un protocole avec l'Agence de revenus, comme quoi l'Agence de revenus va enquêter là-dessus et entrer en communication dans les 3 jours. Et ça, c'est respecté. Habituellement par l'agence, quand ça vient de chez nous. Ça ne veut pas dire que le dossier est réglé en 3 jours, mais au moins, il y a une communication. Puis nous, on s'assure de faire des suivis nécessaires auprès tant de l'agence que du plaignant, ou dans ce cas-ci, de la plaignante. Mais on a quand même regardé ça en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, pourquoi c'est arrivé? Puis là, on a posé des questions préliminaires, si on veut, à l'agence, puis on a découvert que c'est dû à un manque de communication entre Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, donc IRCC, et qui détermine le statut de quelqu'un qui est résident permanent ou résident temporaire, et l'agence. Alors, l'agence, eux, s'occupent des prestations comme l'ACE, puis ils ont une date de péremption, si on veut. Là. Alors, ça se termine à un moment donné. Puis c'est un peu normal aussi, parce qu'on ne veut pas non plus payer pour des gens qui sont retournés dans leur pays, par exemple. Alors, on peut penser aussi que justement, disons que Immigration Canada et tout ça, ça a été... Disons, leurs bureaux ont été sollicités d'une manière plus grande que d'habitude. Donc, on peut comprendre que tout ça, ça rime mal, mais justement, peut-être que ce genre de problème-là... Non, c'est exactement, parce que là, on parle de personnes là, qui sont... C'est la vie de personnes qui sont pas en jeu, mais qui peuvent être gravement affectées par ce genre de lacunes-là. Donc, vous venez de nous lister un peu ces 5 lacunes-là. Lorsque vous, j'imagine, arrivez à un moment donné avec le ministre, avec Jean-François Philippe Champagne, vous lui parlez, vous lui dites, bon voilà, nous avons réglé beaucoup de dossiers, nous avons travaillé toute l'année, mais voici les 5 notre top 5 de ce qui revient, ce qui est récurrent. Je ne sais pas si votre rencontre a eu lieu ou pas encore cette année. On est très, très jeune, disons, en 2026, mais est-ce que justement vous avez une oreille attentive du ministre actuel ou des ministres que vous avez peut-être côtoyés là?
comment est-ce qu'ils sont réceptifs et voyez-vous, disons, des efforts qui sont faits par le politique pour améliorer la situation? En fait, c'est intéressant, votre question est vraiment bien construite parce que j'ai beaucoup de discussions avec les gens de l'agence, mais mon patron, c'est le ministre. Donc, c'est à lui que je me rapporte. Alors, notre bureau, on est une bébite un peu étrange là, parce que on a besoin, on dépend de l'Agence du revenu pour tout ce qui est IT, pour tout ce qui est service corporatif, si on veut, là, parce qu'on est tout petit, on est juste une trentaine d'employés chez nous, là, c'est tout petit, là. Mais en même temps, on est vraiment indépendant. Donc, moi, je ne participe pas aux tables. J'ai un rang de sous-ministre adjoint, là, mais je ne participe pas aux tables de discussion pour maintenir cette indépendance-là par rapport à l'agence. Mais je me rapporte au ministre. Et avant l'arrivée de François-Philippe Champagne, je me rapportais directement au ministre du Revenu. Et cette personne-là avait toujours le temps pour nous rencontrer parce que j'étais son seul ombudsman, si on veut. Là. Maintenant, avec le ministre des Finances, nous, on était contents qu'il y ait cette synergie-là possible entre finances, qui décident des politiques fiscales. C'est eux autres là, qui sont les vraiment qui chapeautent là, tout ce qui est le développement des politiques fiscales, et l'Agence du revenu qui, elle, implémente. Donc, c'est son travail de mettre en œuvre les politiques fiscales. Puis des fois, il y avait des accros là, dans le passé où on voyait que le politique décidait quelque chose, ou finance décidait quelque chose, puis là, l'agence disait, comment est-ce que nous, on va faire ça? Là? Puis en plus, vous nous donnez combien de temps? Parce que la saison des impôts commence, etc. Vous voulez que ce soit rétroactif, et l'agence peut s'arracher les cheveux. Donc, d'avoir cette synergie-là était prometteur. Quant à moi, comme tel, j'ai eu beaucoup de discussions avec le secrétaire d'État, Wayne Long, l'honorable Wayne Long, qui a été nommé directement par le premier ministre Carney pour justement appuyer le ministre des Finances et du Revenu national dans les questions de l'Agence du revenu et notamment des services. Donc, je me rapporte pas à lui, mais j'ai des communications avec Wayne Long. Mais le ministre comme tel, on n'a pas eu encore la chance de se rencontrer, ce qui est un peu étrange depuis qu'il est en poste. Mais à sa défense, il y a quand même quelques autres petits dossiers qui ont été importants, là, dont la préparation de budget, puis là, il arrive de négociations avec les États-Unis. On va lui donner un petit break, là, mais je pense que ça serait opportun à un moment donné. On va lui donner un petit break, mais pas tant que ça, parce qu'eux, ils ne laissent pas, nous, les contribuables, ils ne nous laissent pas de petits breaks. Donc, c'est donnant-donnant à ce niveau-là. Et c'est ça, la justice, rendre à chacun son dû. Et justement, pour un autre parmi, c'est des mécanismes, vous les justement pour faire pour des recours, notamment lorsqu'il y a des erreurs, tout ça par rapport à l'Agence du revenu du Canada. Mais justement, ces mécanismes sont des, disons, des traductions, on pourrait dire, ou des services que vous offrez, mais qui sont des expressions d'une charte des droits du contribuable, que d'une certaine façon, c'est les droits des droits et devoirs des contribuables, et vous êtes un peu celui qui vérifie à ce que ces 16 principes, je crois, là, ces 16 droits soient vraiment respectés. Parlez-nous un peu de cette charte des droits des contribuables et pourquoi c'est important de la connaître. Bien, la Charte des droits des contribuables, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est pas une loi. Si on veut aller plaider devant les tribunaux la Charte des droits des contribuables, vous seriez mieux d'être appuyé avec quelque chose d'autre. Un article de la loi sur l'impôt, ça serait probablement plus aidant. Parce que la jurisprudence est quand même assez claire que ce n'est qu'une déclaration d'intention. C'est un engagement. Donc, c'est plus pour se doter de balises internes et externes pour dire voici les engagements auxquels nous sommes dotés pour mieux satisfaire le public. Il y a d'autres juridictions dans le monde qui ont des chartes semblables. Il y en a aussi qui ont des chartes des droits et responsabilités citoyennes. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est pas quelque chose c'est possible qu'un jour je m'intéresse davantage avec ça. Il y a 8 droits là-dedans qui nous préoccupent plus particulièrement parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement de notre sort. Si, par exemple, quelqu'un
n'a pas reçu, un des droits, c'est que vous avez le droit de recevoir un service dans la langue officielle de votre choix. Bon, ben, ça, c'est pas nous. Il y a un commissaire aux langues officielles fédérales qui s'occupe exactement de ce genre de plainte-là. Donc, allez directement au commissaire aux langues officielles. Il y en a un autre qui parle Mais lorsque vous allez consulter, là, par exemple, vous allez consulter cette charte-là, la Charte des droits des contribuables sur le site web de l'ARC, le gouvernement du Canada, vous avez justement un petit alinéa à la fin de chacun de ces 16 droits que tel droit est supervisé par le Bureau de l'Ombudsman des contribuables. Donc, on voit vraiment lesquels sont de votre responsabilité. Bien, notamment 2 qui sont très populaires, là, vraiment, là, tellement populaires chez nous que nous, on les divise en sous-catégories. Donc, l'article 5, vous avez le droit d'être traité de façon professionnelle, courtoise et équitable. Et l'article 6, vous avez droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns. Ça, c'est, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer dans l'une ou l'autre de ces catégories-là. Donc, c'est parmi les plus populaires, si on veut. Puis les gens n'ont pas besoin non plus de savoir la charte avant de faire appel à nos services. C'est du bon sens aussi, parce on pourrait dire, bon, l'ARC, j'appelle pour poser une question et ils vont me donner des informations incomplètes parce qu'ils veulent que je sois pas en bonne situation fiscale et donc faire en sorte d'avoir plus d'argent du côté du gouvernement. Donc, on pourrait douter. Donc, c'est vraiment important d'avoir vraiment des valeurs et des droits de base là, qui feront vraiment rendre la relation fiscale entre le gouvernement et le citoyen, que ça se déroule dans la confiance, finalement. Oui. Moi, je ne suis pas un grand fan, par contre, de la théorie de la conspiration nationale. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont très honnêtes, qui travaillent à l'agence et qui ils se lèvent pas le matin pour dire qui je vais essayer d'avoir aujourd'hui. Non, mais c'est justement, la charte est une preuve de la bonne volonté de l'agence. Mais des erreurs, il y en a. Ça, c'est clair. Puis des fois aussi, on reçoit des genres de plaintes que les gens sont juste pas contents de payer leurs impôts. Puis on leur dit, ben, join the club. C'est ça. À ce niveau-là, il faut investir on pourrait dire, de notre temps et notre mécontentement en politique pour changer les lois qui, justement, font plus notre affaire. Il y a des moyens démocratiques qui servent à ça. Là. Exactement. Parler avec vos élus. Puis, chez nous, on reçoit des plaintes, oui, mais je m'en voudrais là, de ne pas parler très rapidement du processus de plainte. Parce que je vous ai parlé du service de rétroaction d'agence et il est très important de faire affaire avec eux avant. Pourquoi? Parce que c'est normal pour un bureau d'ombudsman que l'institution, en ce cas-ci l'agence de revenus, ait la chance de pouvoir régler votre plainte en premier. Puis, comme je vous ai rappelé, on est une trentaine seulement. Là. Donc, si on passe tout de suite directement chez nous, on n'aura pas fini. Là. Il vaut mieux régler à l'interne de l'ARC avant de faire appel à vous qui est externe. Donc, oui, exactement. Donc, parler avec quelqu'un à l'agence, parler avec son superviseur, si c'est un enjeu au téléphone. Donc, d'abord, et faire une plainte auprès de l'agence du revenu au niveau des services de rétroaction, des plaintes. Et si on n'est pas satisfait de ça, ben là, on vient chez nous. J'ai mis un petit bémol, là, puis ça, mon équipe, promettez-moi là, de ne pas leur dire, parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'on est engorgé quand ça arrive, mais des fois, il y a des situations qui sont juste urgentes. Puis que les gens n'ont pas eu le temps là, s'ils ont besoin de quelque chose maintenant. Là. Donc, faire le processus de plainte au niveau de services de rétroaction, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de semaines avant qu'on ait une résolution à notre dossier. Donc, c'est un petit passe-droit que quand on dit que c'est urgent, mais là, il faut vraiment que ce soit urgent. Là, on parle faites pas juste écrire le mot urgent. C'était ça. Il faut être honnête. C'est comme justement l'urgence à l'hôpital. Votre douleur de 1 à 10, on ne dit pas 10 tout de suite si c'est pas vrai. Là. C'est ça, exactement. Tu peux prendre 3-4 Tylenol ou aspirine, ben, ça va être ça. Là. Mais il faut que ça soit urgent. Puis à ce moment-là, nous, on va s'arranger avec l'agence. Je ne le dis pas trop fort parce que, pour être franc, on a vu des cas où les gens se sont passés le mot sur Reddit ou sur d'autres en disant « Hey, tout ce qu'on a à faire au bureau de l'Ombudsman sont vraiment efficaces. Tout ce qu'on a besoin d'aller d'écrire, c'est urgent. Puis, on a un petit passe-droit. » Ben non, ça ne marche pas comme ça, là, parce qu'on va quand même vérifier certains faits. On va demander d'obtenir certains dossiers.
En analysant le cas, vous allez voir si c'est urgent ou pas. Vous allez oui, mais des fois, on va juste pas prendre le temps de tout faire ça si on sent que la situation est vraiment désespérée là, pour l'individu. Donc, nous aussi, on ne veut pas être un facteur aggravant là, pour une personne. Donc, c'est important d'utiliser ça en utilisant votre jugeote. Sinon, c'est ça, on dépose une plainte avec nous. Nous, on respecte nos normes de service. Ça n'a pas été le cas toute l'année. On a fait des blitz extraordinaires pour essayer d'en arriver là. Maintenant, on est à jour dans les demandes de renseignement, dans les demandes qu'on reçoit au niveau des agents d'accueil par téléphone. Au niveau des enquêtes, ben, c'est un peu comme le tango. Hein. Il faut être deux pour danser. Donc, on envoie ça à l'agence, puis là, l'agence nous revient. Puis là, nous-mêmes, on voit qu'il y a des retards dans le traitement des dossiers. Et ça fait partie des enjeux qu'on traite, notamment avec le politique. Est-ce que vous avez le pouvoir de suggestion? Qu'est-ce que vous suggérez justement au ministre d'ajouter des fonctionnaires ou d'automatiser? Peut-être que c'est peut-être pas là, on se rappelle des systèmes de paye et tout ça. Là, peut-être. Est-ce que l'intelligence artificielle peut éventuellement un jour entrer à l'ARC ou est-ce que c'est trop dangereux? Non, l'intelligence est déjà là. L'intelligence artificielle est déjà là. Il faut juste l'utiliser à bon escient maintenant. Puis de poser des bonnes questions. Il y a un nouveau système, là, Gen E, là, qui est avec l'agence, qui va plus ou moins bien, mais je pense que c'est prometteur quand même. C'est mieux que ce qu'on avait avant, un Charlie de Chatbox, qu'on appelait, là, qui, quand on posait qui est l'ombudsman des contribuables, on avait le nom du ministre. Là. Je pense qu'il y avait des petites erreurs. Là. Mais ça s'améliore à la pratique, à l'expérience. On a un pouvoir comme la plupart des ombudsmen dans le monde, on a un pouvoir de recommandation. On ne peut pas, par contre, décider. Parce que si on décidait pour l'agence, à ce moment-là, on serait comme un tribunal quasi judiciaire. Donc, il faudrait écouter la partie A, il faudrait écouter la partie B, puis là, trancher entre les deux. Tandis qu'un ombudsman a plus un rôle de médiation. Puis, dans cette entente-là, si on veut, dans ce jeu-là d'ombudsman, ça nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc, des recommandations, on n'hésite pas à en faire, soit dans les rapports annuels ou soit dans les rapports d'enquête que l'on remet ou encore dans d'autres mécanismes que l'on fait. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'ai annoncé publiquement là, que je faisais une demande d'amélioration de service qu'on appelle là, chez nous, pour les délais de traitement au niveau des ajustements de T1, là, de déclaration, mais pour les personnes qui sont handicapées. Donc, qui ont fait qui ont passé par le crédit, comment ça s'appelle, le CIPH, là, un crédit d'impôt justement lié le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Voilà, c'est ça. Et on s'est dit, ces gens-là sont déjà en situation de vulnérabilité, puis d'attendre un autre 47 semaines, parce que l'on est rendu à 47 semaines d'attente pour des cas qui sont complexes. C'est trop, exagéré. Trop leur demander, là. C'est exagéré. Mais, François Boileau, notre entretien passionnant et j'imagine que nos auditeurs en ont appris beaucoup et justement, ils vont pouvoir aller en connaître davantage sur leurs droits en regardant votre page, mais éventuellement avoir recours à vos services si justement ils sont rendus en troisième instance après avoir participé au processus de plainte interne à l'ARC. Mais en terminant, François Boileau, parlez-nous un peu combien en gros de demandes et de dossiers vous réglez-vous par année et justement, quelle est la meilleure façon de vous rejoindre? On reçoit environ 4000 demandes de renseignement, puis près de 5000 plaintes par année pour une équipe de 32-34 personnes. C'est énorme. Les gens chez nous sont à bout de souffle. Mais ils sont très dévoués, très dédiés et extraordinairement professionnels. Donc, je lève mon chapeau à mon équipe. Et pour nous rejoindre, comme j'ai dit, vous tapez vraiment, je pourrais vous donner le nom complet, là, mais faites juste aller sur n'importe quel moteur de recherche, que ce soit Bing, que ce soit Google, peu importe, vous allez nous trouver en tapant Ombudsman. Contribuable, ça c'est clair, ça va être tout de suite nous autres, ou Ombudsman fédéral,
Et on devrait être dans les top Gun, là, top premiers qui vont ressortir. Puis à ce moment-là, vous suivez les indications sur notre site Internet, que nous, on espère qu'il est clair, là, mais si jamais il n'est pas, vous pouvez nous le dire aussi. On peut toujours s'améliorer, nous aussi. Maître François Boileau, on vous souhaite, disons, le meilleur des chances, entre guillemets, parce que c'est la saison des impôts qui s'en vient rapidement. Oui. Et donc, ça va être votre saison à vous aussi, avec les comptables de ce monde et qui nous écoutent. On vous salue, on vous souhaite bonne chance pour cette saison des impôts qui s'en vient. Et je rappelle que vous êtes, Maître François Boileau, ombudsman lui-même au bureau de l'ombudsman des contribuables, et vous faites au niveau canadien. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est mon grand plaisir. Merci infiniment pour ce temps-là. Et dans la deuxième partie de ce balado, nous avons la joie d'être en compagnie de Sylvain Charlebois, alias le Food Professor. Sylvain Charlebois, bonjour. Bonjour. Sylvain Charlebois, je rappelle pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes directeur principal du laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires de l'Université d'Alousie et vous êtes également professeur assisting professor, professeur invité à l'Université McGill, ici même à Montréal. On voulait vous parler justement pour pouvoir analyser un peu certains tenants et aboutissants là, de ce grand changement qui a eu lieu aux États-Unis le 7 janvier dernier. Où est-ce que, RFK Jr. et le département de la santé et des services humains, là, je fais une traduction littérale, qui a publié un nouveau guide alimentaire et une nouvelle pyramide maintenant inversée alimentaire. Donc, j'aimerais savoir, d'abord, on va pas nécessairement avec vous puisque votre domaine d'expertise, c'est pas nécessairement la nutrition comme telle. Vous n'êtes pas un nutritionniste, mais c'est quand même quelque chose d'important pour les Américains à tout le moins. Parlez-nous un peu quel est l'impact justement d'un changement de pyramide alimentaire pour les États-Unis? Quel est l'impact sur la société américaine en général? Oui, d'abord, la pyramide alimentaire est un document qui est assez consulté aux États-Unis. C'est un des documents les plus consultés du gouvernement fédéral aux États-Unis. Très influent. À tous les 5 ans, on revise la pyramide. Là, pour de vrai, là, donc, dans 5 ans, on va voir une autre pyramide. Et puis, évidemment, avec l'arrivée de Robert F. Kennedy Jr. à la tête du département de la santé aux États-Unis, c'est sûr qu'on s'attendait à des changements. Mais on mise carrément là, sur une diète tout à fait naturel. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on renverse un peu la pyramide en priorisant la protéine animale. Vraiment, parce que la protéine animale n'était pas vraiment, dans le fond, priorisée là, avec la dernière pyramide. Alors, ce qui est quand même intéressant. Puis quand on parle aux producteurs agricoles américains, j'en ai rencontré au mois d'octobre en Indiana. On n'était pas très, très... heureux de la situation actuelle. Fait qu'on s'attendait à des changements assez importants. Puis, dans le fond, ce qu'on tente de faire chez les Américains avec la nouvelle pyramide, c'est de mettre sur le banc des accusés certains ingrédients et la transformation, donc sodium, sucre, gras, etc. On ne condamne pas nécessairement l'industrie. On tente, en fait, de rendre l'industrie un meilleur joueur, finalement, pour offrir de meilleurs produits aux Américains. Donc, il n'y a pas vraiment une approche moraliste, là. C'était vraiment une approche très, très authentique, très pragmatique envers la nutrition comme telle. C'est sûr que les nutritionnistes diététistes aux États-Unis ont été déçus parce que on ne suit pas nécessairement la science comme telle. Parce que quand on suit la science, vraiment la science diététique, on s'aperçoit assez rapidement que le guide canadien, en fait, le guide canadien est beaucoup plus près de la science diététique que les Américains maintenant. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu un départ, il y a eu un clivage. Ça a déçu certains joueurs, mais en même temps, ça n'a plus vraiment à la base du gouvernement américain actuel, le gouvernement Trump, parce que, évidemment, les producteurs agricoles veulent que les gens mangent plus de viande, parce que quand on mange plus de viande, on doit produire plus
de denrées agroalimentaires. Il faut nourrir les animaux. Alors, on met une pression à la hausse pour ce qui est des prix des denrées. Si les gens mangent moins de viande, c'est sûr qu'on s'attend à des baisses de revenus pour les producteurs agricoles. Alors, c'était une bonne nouvelle pour la base. Et puis, à mon avis, c'était un message très facile à comprendre aussi pour tout le monde. Eat real food, manger de la nourriture qui est vraie. C'est assez simple comme message. Et puis, c'est ça qu'on a martelé là, durant le lancement. Déjà manger de la vraie nourriture, c'est-à-dire, bon, peut-être que en ce sens-là, le gouvernement au Canada et aux États-Unis, on est d'accord sur ce point-là, à tout le moins, puisque même au Canada, on taxe les produits transformés et on ne taxe pas les produits primaires. C'est-à-dire que lorsque vous achetez pour prendre un exemple, des carottes coupées, là, vous payez des taxes, mais si vous achetez des carottes à l'état brut, là, vous payez pas de taxes. Donc, le gouvernement canadien encourage déjà, disons, le fait que le citoyen cuisine lui-même sa propre nourriture. Donc, il transforme lui-même et de cette façon-là, entre guillemets, il décourage les gens à se, disons, diriger vers ces types de nourriture qui sont, disons, pré-mâchés industriellement. Justement, on fait souvent la distinction. Sur place, c'est sûr qu'il faut payer une taxe. Parce que la transformation et l'ultra-transformation, peut-être nous distinguer quelle est la différence entre les deux. Lorsqu'on va acheter le poulet cuit, mais disons brut, les produits ultra-transformés ou les produits de transformation ne sont pas nécessairement taxés. Il doit y avoir une transformation sur place pour que les produits soient taxables, en passant. Donc, on parle de deux choses. Mais pour ce qui est des produits ultra-transformés, dans le fond, Robert F. Kennedy Jr., lui, il n'est pas nécessairement contre la transformation, il est contre ce qu'on ajoute aux produits transformés. Parce que lorsqu'on parle de produits ultra transformés, ce qui le rend mal à l'aise, ce sont les ingrédients, les additifs qu'on ajoute pour augmenter le temps tablette d'un produit. On va utiliser des ingrédients pour changer le goût, la texture de certains produits. Puis depuis le début, depuis 12 mois, là, on le vu avec le Red Dye No. 3. D'ailleurs, c'est un ingrédient qu'on utilise ici au Canada aussi. Alors, on va nécessairement être préoccupé par ce qu'on met dans la nourriture comme telle. Alors, ce qu'on veut faire, bien sûr, c'est de créer la même règle pour tout le monde. Fait que si une compagnie est un peu inquiète de soutirer ou d'enlever un ingrédient qui va peut-être compromettre le goût, ou la texture, ben l'entreprise n'aura pas peur de perdre des parts de marché parce que l'autre ne veut pas changer sa recette. Alors, Robert F. Kennedy Jr. a compris une chose, c'est que si on émet les mêmes règles pour tout le monde, c'est certain qu'on va forcer l'industrie à offrir de meilleurs produits. Et justement, ce renversement de pyramide, par exemple, celle qu'on a désormais aux États-Unis, on l'a inversé. Donc, on encourage les gens, comme vous l'avez dit, à manger, oui, des produits vrais, mais au sens strict, on encourage la viande, le fromage, entre autres. Si on regarde à vol d'oiseau, le logo lui-même, là, des brocolis et tout ça. Ouais. Et en bas, c'est whole grain, disons, c'est-à-dire les grains. Les grains, oui, c'est ça. Donc, est-ce que... Les protéines à base végétale. Là. Tandis que chez nous, on est à l'envers. On encourage de la base de notre alimentation doit être les grains et, disons, le moins, ça serait les protéines ou les seed oils ou les gras saturés. En fait, la moitié de l'assiette carrément au Canada, c'est les légumes et les fruits. Là. Et c'est une section de l'épicerie qui fait mal là, aux consommateurs parce que les prix fluctuent énormément. Alors, justement, à ce niveau-là, aux États-Unis, le fait d'avoir renversé ça, est-ce que ça peut entraîner, par exemple, une réduction du coût si on n'utilise plus ces grains-là pour la consommation humaine? On va les utiliser pour, justement, vous l'avez mentionné, les cheptels et la viande, parce que eux nos amis herbivores, vaches et compagnie, mangent ces graines-là. Donc, est-ce que il n'y aura pas de problème de surproduction puisque justement on va nourrir, on va augmenter, donc ils seront utilisés ailleurs et donc peut-être que notre pain aux États-Unis coûtera peut-être plus cher et
la viande va peut-être coûter moins cher. Est-ce qu'il y a des processus de cause à effet à ce niveau-là? C'est peut-être un peu tôt pour essayer de calculer tout ça. C'est très complexe, ces chaînes d'approvisionnement, mais est-ce qu'on peut penser qu'une redirection du grain vers la nourriture animale pour les animaux eux-mêmes peut entraîner justement peut-être des baisses ou des augmentations là, de part et d'autre? Je suis pas certain. En fait, la seule inquiétude que j'ai, c'est dans le bœuf. Hein. On vient d'émettre une pyramide qui favorise la consommation de bœuf. Or, le bœuf, la demande est déjà assez forte, déjà, là, et puis le prix est assez élevé. Là. Puis il y a un manque d'offres. Là. Fait que c'est sûr que moi, je pense que ce qui va arriver aux États-Unis, c'est en raison de la pyramide qui est inversée. On va vraiment encourager les investissements au sein de la filière bovine, puis on va pouvoir voir en fait un secteur qui va peut-être augmenter la dimension de son cheptel à long terme, parce qu'on va se sentir en confiance, on sait que la demande va être là à long terme, puisque le gouvernement lui-même encourage la consommation de bœuf. Tandis qu'au Canada, c'est moins clair, là. Donc, s'il y a une augmentation de l'offre, il pourrait y avoir une réduction de prix, selon vous? Aux États-Unis? En fait, on souhaite, on pense que ça va arriver là, en 2027, mais pas avant. Il faut que ça grandisse, il faut. C'est juste que le bovin pense aux 2 ans. Hein. C'est un cycle qui est très, très long. Alors, bien sûr, un producteur va vouloir réinvestir, augmenter le nombre de ses bêtes, simplement s'il sait très bien qu'il va y avoir un marché dans 2 ans. Mais est-ce que cette pyramide-là vient de débloquer un marché? Je donne un exemple. L'armée américaine, j'imagine que les instances fédérales américaines vont devoir se mettre à la page de ce nouveau guide-là. Et prenons un exemple de l'armée américaine. Tous les soldats auront maintenant des menus qui vont respecter cette nouvelle pyramide-là. Donc, peut-être juste à ce niveau-là, ça va déjà créer une demande, une certaine demande stable pour un changement de paradigme au niveau de l'industrie. Mais moi, je le vois là, qu'à long terme, c'est sûr que le HRI, là, l'institutionnel, hôpitaux, tout ce qui est les écoles publiques, j'imagine aussi. C'est ça, centre pour personnes âgées, ce genre de trucs-là. Là, c'est sûr qu'à long terme, il va y avoir une influence, mais c'est sûr qu'on parle d'un guide, là. On parle pas d'une loi. Là. Fait que c'est sûr que c'est un document qui encourage l'achat de certains produits. Et ça prend quand même du temps parce que dans le système, c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance. Là. On s'entend que Robert F. Kennedy Jr., c'est pas un personnage qui est qui est entouré d'un consensus scientifique. Là. Fait que c'est pour ça qu'avec ce bagage-là, ça va être d'inciter les États à suivre ce genre de pyramide-là, moi, je pense que ça va prendre un peu de temps. Là. Et donc, pour nous, au Canada, déplaçons-nous de notre côté de la frontière. On voit à peu près, justement, c'est un incitatif fort qui peut avoir des impacts éventuels sur l'industrie américaine de l'alimentation. Mais encore là, c'est difficile de prévoir tous les impacts. Là. J'imagine qu'il y a beaucoup d'effets dominos. Mais pour nous, de notre côté de la frontière, on a vu un certain traitement médiatique de ce changement paradigmatique de l'alimentation aux États-Unis. Et justement, vous avez publié un article dans lequel, dans le journal La Presse, là, intitulé « Guide alimentaire, Washington fait des ajustements, Ottawa fait la morale ». Alors, ici, à la Libre Média, on est toujours un peu justement dans on analyse souvent les médias traditionnels dans leur manque de volonté d'analyse, disons, des faits et justement de plutôt d'être dans la prescription, c'est-à-dire, et par exemple, on a vu plusieurs reportages justement qui mentionnaient oui, d'une certaine façon, il y a des problèmes au niveau de la viande rouge et le cholestérol et tout ça. Il y avait des débats d'école au niveau, disons, on pourrait dire au niveau académique, là, pour ce qui est de l'alimentation, de la nutrition comme telle, mais on ajoute d'emblée d'autres arguments tels que les changements climatiques, l'environnement et tout ça. Et là, on se rend compte que il y a plusieurs domaines qui s'entrechoquent là, dans la nutrition. Donc, vous pourriez avoir l'industrie d'une part qui a ses propres agendas, on pourrait dire. Ensuite, vous avez peut-être les environnementalistes d'autre part. Et après, vous avez des nutritionnistes. Donc, on voit que c'est un
l'alimentation comme telle et les prescriptions gouvernementales sont un lieu où est-ce que s'entrechoquent plusieurs groupes d'intérêt. Parlez-nous un peu justement pour vous, là, comment ça se fait qu'au Canada, ce changement vu de notre côté de la frontière par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, d'une certaine façon, on fait plus la morale que de surveiller les tenants et aboutissants d'un tel changement? En fait, d'abord, lorsque le nouveau guide a été présenté en 2019, le 22 janvier 2019, ça fait pratiquement 7 ans, et il y avait le ministre de la Santé et c'est tout, là. Il n'y avait pas le ministre de l'Agriculture, tandis qu'aux États-Unis, il y avait justement Robert F. Kennedy, qui est le secrétaire de la Santé, et ensuite le docteur Oz, qui était le secrétaire, qui est le Surgeon General des États-Unis. Et ensuite, c'était la secrétaire d'Agriculture qui parlait, endossant en fait l'approche. Fait qu'on voit vraiment qu'une approche intégrée, économique, qui supporte la pyramide, parce qu'on a beau prescrire une diète à ses citoyens, mais si on n'a pas les produits et si on leur demande de manger beaucoup de produits importés, on crée une économie agroalimentaire extrêmement vulnérable. Fait que ça, c'est une chose qui m'a marqué beaucoup avec en fait, ce qui est contrastant finalement entre ce qui s'est passé aux États-Unis versus le Canada. Deuxièmement, vous venez de le soulever, là, c'est tous les éléments connexes là, comme l'environnement, manger pour l'environnement, méfiez-vous du marketing des entreprises. J'ai toujours trouvé ça bizarre, mettre ça dans un guide alimentaire. Le guide alimentaire devrait essentiellement être ancré dans la science diététique. Puis le guide canadien est pratiquement parfait, là. Quand on regarde le guide canadien là, en soi et on lit la science de la nutrition, c'est quand même un guide qui est excellent. Le problème est là, par contre. Pourquoi? Si l'ensemble des gouvernements dans le monde là, décident de suivre la science et de prescrire à ses citoyens une diète qui est ancrée dans la science diététique, tout le monde sur la planète mangera la même chose. Mais l'alimentation ne fonctionne pas comme ça. L'alimentation est influencée par la géographie, par la topographie, la culture, tradition, un paquet d'éléments qui sont difficilement mesurables. Mais il faut prendre en considération qu'on a un climat nordique au Canada. Donc, la consommation de protéines animales peut être encouragée davantage. C'est ce qu'on a reconnu aux États-Unis. Alors, c'est un peu ce réalisme-là qui manque complètement et qui fait en sorte que le guide alimentaire canadien n'est pas vraiment canadien. Il est scientifique, là, finalement. Et il suit davantage la nutrition, on pourrait dire. Comment justement est-ce qu'on peut détecter, nous, comme citoyens, parce que, on regarde sur les différentes... Il y a des modes culinaires, il y a il y a les diètes cétogènes qui, justement, encouragent de ne pas consommer de sucre absolument pour se mettre dans un état de cétose qui serait, on entend parler que ça serait l'hiver puisqu'on ne sécrète pas d'insuline et tout ça. Il y a quand même eu ce problème lié à la santé. Vous l'avez mentionné, aux États-Unis, il y avait le ministre de la Santé qui était présent lors du lancement. Il y a des problèmes propres aussi à chaque culture. Donc, on peut penser aux États-Unis un des graves maladies chroniques de la population, c'est le diabète, et disons l'insensibilité face à l'insuline et tout ça. Donc, cette nouvelle pyramide alimentaire semble aussi être, disons, alignée avec le type de maladie qui affecte les États-Unis en ce moment. Oui, absolument. En fait, c'est pour ça que je parle un peu d'un guide qui moralise à Ottawa, parce que dans le fond, on voit, on positionne l'industrie comme étant l'ennemi, là, carrément. Là. C'est pas l'industrie. Dans le fond, on tente de protéger le consommateur de l'industrie, tandis qu'aux États-Unis, on travaille avec l'industrie pour améliorer l'offre alimentaire. Parce que c'est sûr qu'il y a de l'amélioration à faire, là. Par exemple, les nouveaux logos sur les emballages depuis le 1er janvier là, qui indiquent si un produit a trop de sel,
de gras ou de sucre. Ça, c'est une excellente idée, là. Ça, c'est une bonne décision pour aider le consommateur. Laissons le consommateur décider avec de l'information qui est claire et simple à comprendre. T'sais, pour moi, c'est sûr que cette politique-là n'est pas parfaite, là, mais moi, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Dans le cadre du guide alimentaire qui a été publié par Santé Canada, qui est le document le plus consulté au Canada par le gouvernement canadien, là, qui est émis par le gouvernement canadien après les formules d'impôt. Donc, c'est quand même un document assez influent au Canada. Puis, je pense que j'ai l'impression... D'abord, en 2019, on était supposé de réviser le document 5 ans plus tard, mais comme d'habitude, c'est la même chose à chaque fois. C'est que dès qu'on sort un document, on dit toujours on va réviser ça d'ici 5 ans, mais ça ne se fait jamais. Ça prend 12 ans, 10 à 12 ans à peu près. Tandis qu'aux États-Unis, ils révisent vraiment la pyramide à chaque 5 ans, puis à chaque 5 ans, il y a des changements, là. Donc, c'est pour ça que c'est important justement de peut-être de profiter de cette opportunité-là, d'inviter la Santé Canada à réviser le document, puis voir. Moi, j'irais sur 2 axes. D'abord, est-ce que le guide canadien, en fait, honore l'agriculture canadienne? T'sais, moi, je pense qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, là, c'est sûr, il y a des carences. Et dans un deuxième temps, combien coûte le nouveau guide par rapport à l'ancien guide? Est-ce qu'on prescrit quelque chose qui est abordable pour les Canadiens? Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des vulnérabilités avec l'assiette dont la moitié, c'est des légumes et des fruits, là, donc, c'est un guide qui nous permet d'aspirer à quelque chose d'intéressant, mais en même temps, est-ce réaliste? Fait que c'est vraiment ça, je pense. Une révision mériterait ce processus-là. Et cette révision-là pourrait-elle bénéficier d'une restructuration des différents, disons, ministères impliqués dans la rédaction de ce... Comme vous l'avez dit, bon, peut-être que c'est aux États-Unis, c'est simplement le ministère de la Santé qui a travaillé. C'est là le problème, c'est là qu'il y a la grosse différence. Ils se parlent entre eux, là. Ben oui, ils se parlent, c'est sûr. Comme l'Agence canadienne des inspections des aliments est sous 2 ministères, la santé et l'agriculture. Ouais. Fait qu'ils collaborent déjà, mais moi, je suis allé dans ces réunions-là, puis c'est Goliath et David, là. Ouais. Parce que au sein d'un gouvernement... Pour les profanes, pouvez-vous identifier Goliath et David? Là est le problème parce qu'il y a une grosse différence entre Washington et Ottawa. À Washington, la USDA vraiment joue un rôle important. Okay? Le Farm Bill vaut plus que le budget national canadien. Okay? Au complet, là. Fait que juste le Farm Bill, là, je parle pas d'opérer la USDA puis toutes les études qui sortent, là, c'est juste le Farm Bill, là. C'est plus de 1,3 trilliard de dollars, là. C'est de l'argent, là. Fait que la USDA a un poids pour négocier. La santé a un poids pour négocier, mais la santé n'est pas aussi importante qu'au Canada. Au Canada, puisqu'on a un système universel qui a été bureaucratisé au maximum partout au pays, la santé, à mon avis, c'est un des ministères les plus influents à Ottawa. Moi, je peux vous donner l'ordre, là, c'est pas compliqué. Il y a le PMO, le bureau du premier ministre, il y a le conseil privé, ensuite, il y a la trésorerie, finance, puis après, c'est probablement la santé, là. Tandis que Agriculture Canada, là, est à peu près, est probablement en bas de la culture. C'est vraiment, vraiment pas important à Ottawa, là. Fait que moi, j'ai toujours dit qu'on devrait avoir un ministère de l'alimentation qui, en fait, fusionnerait des éléments de la santé, de la culture, de l'agriculture aussi, de l'innovation pour représenter un peu la transformation comme telle, la recherche aussi. Donc, il y a un paquet d'éléments de différents ministères qu'on pourrait amalgamer ensemble pour créer un ministère de l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui le proposent depuis fort longtemps,
Puis je pense que pour Ottawa est une étude de cas parfait pour ça. Tandis qu'aux États-Unis, il n'y en a pas de problème. Il n'y a vraiment, vraiment pas un déséquilibre de pouvoir, là. Il y a une intégration plus efficace chez nos voisins du Sud. Est-ce que, bon, j'ai une dernière question. Vous, au niveau de la recherche, comment justement un changement de paradigme comme celui-là aux États-Unis, parce qu'on le sait, aux États-Unis, sont quand même dans les pays qui financent le plus la recherche à tous les niveaux. On le sait qu'il y a des critiques sous cette administration, mais on le sait, il y a énormément d'études, et surtout en agroalimentaire. Vous l'avez dit, c'est David contre Goliath. Même si l'OMS fait son bout de chemin aussi, là, si on prend plus globalement encore. Mais aux États-Unis, justement, est-ce que ce nouveau guide alimentaire peut, lui, d'une certaine façon, orienter la recherche qui va se faire en agroalimentaire dans les prochaines années? On l'a vu, il y a eu des scandales. Bon, on va penser que tout le monde est, dans la majorité des cas, honnête, mais il y a eu quand même des scandales par rapport aux choix qui ont été faits après la Seconde Guerre mondiale entre le sucre et le gras. Et on a vu qu'il y avait eu des études à Harvard payées par Coke. C'est sorti 60 ans plus tard et tout ça. Bon, il y a de l'influence quand même de l'industrie dans la recherche. Est-ce que le poids du gouvernement fédéral américain peut délier un peu ce lien-là? Il y a une chose là-dessus, parce que les Américains ne se gênent pas de dire que l'industrie est consultée. Au Canada, on se garde une gêne parce que c'est mal perçu. Le problème actuellement qu'on a, c'est que le gouvernement consulte quand même l'industrie sans le dire. Tu sais? Fait que, il y a un jeu d'hypocrisie, là. Fait que, moi, j'ai toujours dit, impliquons l'industrie jusqu'à un certain point. Dans le cas du guide alimentaire, ils ont créé un conseil de 13 personnes. Moi, j'ai publié personnellement avec 3 de ces personnes-là. Ce sont des personnes très compétentes. Le problème, c'est que les 13 personnes sont des nutritionnistes et diététistes qui arrivent de la même école. Ils pensent tous pareil, là. Fait que moi, j'ai toujours dit, il faudrait peut-être mettre quelques économistes là-dedans. Il faudrait peut-être mettre aussi des géographes. Tu sais, je mélangeais un peu les choses, là. Un anthropologue, un sociologue, un chef, tu sais, des gens qui vont au-delà de la science, de la diététique et de la nutrition, finalement. Fait que le groupthink, là, quand on met tout le monde dans une même salle et qu'ils pensent tous pareil, qu'ils arrivent de la même école, on obtient exactement ce qu'on a obtenu au Canada. Et l'industrie, en fait, c'est l'industrie qui nourrit le monde. C'est pas un guide, là. C'est pas la politique qui nourrit le monde. C'est l'industrie. Alors, si on travaille contre l'industrie et on condamne et on moralise, on n'arrive nulle part. Donc, un appel au pragmatisme alimentaire au Canada. C'est ce qu'on retient de votre intervention et de votre article, justement, Sylvain Charlebois. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur principal du laboratoire des sciences analytiques et agroalimentaires de l'Université Dalhousie. Nous étions réunis pour parler des grands changements qui s'en viennent et qui sont survenus aux États-Unis concernant le guide alimentaire. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4$ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.